Espace TV, le 22h. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition du 22h. Voici le sommaire. La session budgétaire a débuté ce vendredi à l'Assemblée nationale, occasion pour le président de l'institution de rappeler les réformes économiques enregistrées. L'opération d'installation des conseils communaux n'a pas été effective ce 5 octobre comme l'avait fixé le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Les opposants émettent des doutes. En interactualité, le prix Nobel de la paix est attribué au médecin congolais Denis Mukwege et à Yazidi Nadia Mourad, ex-esclave du groupe État islamique, deux champions de la lutte contre les violences sexuelles employées comme armes de guerre dans les conflits. Merci d'être des nôtres, bonsoir et bienvenue. Ouverture ce vendredi de la session budgétaire à l'hémicycle. Il a été opportun pour le président de l'Assemblée nationale de rappeler les réformes économiques enregistrées dans le pays. Juste après son discours, des réactions des élus n'ont pas tardé. Djibril Ba, Ibrahima Souri Kamara. C'est en présence des 68 députés sur les 114 que la session ordinaire dite budgétaire de l'Assemblée a commencé ses travaux. Claude Coury, comme d'habitude, a pris la parole. Alors, il ressort dans son discours l'amélioration des performances économiques enregistrées depuis 2014. On constate enfin que le taux de croissance, qui était de 4,5% en 2014, passe à 6% en 2018, malgré la mise en berne pendant 2 ans. Le ministre conseiller, représentant des institutions républicaines, a lui aussi salué tous ces efforts entrepris par le chef de l'État, mais s'inquiète du contexte social du pays. Cette session s'ouvre dans un contexte socio-économique qui a été marqué par un certain nombre d'événements qui témoignent de la sensibilité de la situation. Contre toute attente, ces députés réagissent. Chacun y va de son commentaire. La copie qui m'a été remise, que le président de l'Assemblée s'engageait pour la mise en place de commissions d'enquête parlementaire. Malheureusement, dans la lecture, il a omis de lire cette partie. Je ne sais pas si c'est en raison de la présence des membres du gouvernement. Le président de l'Assemblée nationale a dit ce qu'il pense, a dit les priorités qui sont celles de l'institution. À mon avis, tout a été dit. Ces députés ont 3 mois pour échanger avec les différents ministères sectoriels avant l'adoption de la loi de finances 2019. Nous restons toujours à l'Assemblée nationale pour dire qu'elle a enregistré de nouvelles arrivées, parmi lesquelles celle de Cheikh Touré, délégué syndical du port autonome de Conakry, fraîchement sorti de prison, ce qui remplace désormais Baïli Haribo, vice-gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Il livre ses premiers sentiments au micro de Djibril Ba. Bon, c'est une fierté, un sentiment de satisfaction et de convivialité d'être le représentant du peuple à l'Assemblée nationale et dorénavant que mon nom aussi fera partie de l'histoire en tant que député nominal de Kaloum qui défend les intérêts de Kaloum en ma qualité de député, défendre les intérêts du peuple de Guinée. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation avait fixé le 5 octobre comme date d'installation des conseils communaux. L'opération n'a pas été effective. Déjà, les opposants émettent des doutes. Le député uninominal de l'AB s'est fait entendre à l'occasion de la fête du 2 octobre dernier. Suivez. C'est la 3e fois que monsieur le ministre de l'administration du territoire fait des annonces. La première annonce, c'était pour dire que non, l'opposition ne veut pas qu'on installe les maires, il va les installer parce qu'il y a des communes qui n'arrivent pas aujourd'hui, si vous voulez, à récupérer les fonds que les compagnies minières reversent au niveau des collectivités et beaucoup d'autres choses. On a eu l'accord du 8 août, ça fait bientôt 2 mois depuis que le 8 août est passé. Après, il nous a dit que c'est le pèlerinage. Il faut que les pèlerins reviennent. Il y a des potentiels candidats pour les exécutifs. On a attendu.
Il nous a dit encore, il nous a annoncé officiellement une date d'installation. Nous ne sommes pas très optimistes, mais nous attendons. Du côté de l'UFDG, nous sommes en train d'affûter nos armes. J'ai fait la tournée dans la plupart des collectivités pour faire en sorte que dans la concorde et l'entente, les exécutifs, parce que, rappelez-vous que l'UFDG a gagné la majorité absolue dans les 12 communes rurales de la préfecture de l'Abbé et dans la commune urbaine. De notre côté, nous sommes prêts. 60 ans après l'indépendance nationale, quel est l'état du réseau routier guinéen? Nous sommes allés chercher la réponse auprès d'un ingénieur des ponts et chaussées. De 1958 à nos jours, les routes urbaines et interurbaines sont dans un état piteux. Il y a des explications. Makiso Amar Alexila. L'une des causes principales de la dégradation poussée des voiries urbaines et interurbaines est la mauvaise gestion des infrastructures routières, mais aussi l'intervention des intempéries selon cet entrepreneur de ponts et chaussées. Nous calculons toujours les ouvrages en fonction d'un certain pourcentage d'aléas. Mais quand l'estimation a été totalement dépassée par l'aléa, ça peut aller. Alors, quand vous avez à la fois les aléas de la nature, vous avez les surcharges, vous avez le manque de suivi, vous avez le vieillissement. Quand au moins 3 des indices tels que je viens de citer se rencontrent au niveau d'un seul ouvrage, il n'y a pas de doute que ces ouvrages-là soient complètement inefficaces. L'octroi des marchés de construction des routes doit se faire par appel d'offres. À cela s'ajoute le suivi des travaux de réalisation des infrastructures, a indiqué Balamoussa Konaté. Le ministère des Travaux publics se prépare activement pour rebondir sur toutes les dégradations. Pas la redondance, ce qui a été fait, qui est en train d'être détruite, mais non, d'autres dégradations qui se sont prononcées. Il y a des mesures phares, je suis sûr de ce que je dis, pour franchement intervenir à ce niveau. Vous avez vu, il y a 2 ou 3 ans, tout le monde criait que nos routes sont suffisamment dégradées. Aujourd'hui, ce n'est pas exactement la même chose. Je n'ai pas dit qu'on n'est pas en train de crier encore, parce que le mal est grand, mais je pense que des efforts antérieurs récemment qui ont été faits sont de nature à ce qu'aujourd'hui on peut quand même quitter chez soi en route banlieue pour être à Kaloum sans trop se dire que c'est la dégradation de la route qui est à la base. Sur le réseau routier, il convient de constater que la plupart des routes sont quasiment impraticables, surtout en cette période des grandes pluies. Elle était presque laissée aux soins de la nature, la mosquée Faisal. Mais ce vendredi s'ouvre une nouvelle page pour cette maison de Dieu. Elle va être entièrement rénovée. Le secrétariat général des affaires religieuses a même remis le chantier à l'entreprise Yula et Frères. Une bonne nouvelle pour une mosquée inaugurée en 1984. Reportage Mamadou Saliba, Aboubakar Din Kamara. Construite sous le premier régime, la mosquée Faisal ne peut plus cacher sa vétusté. De l'extérieur à l'intérieur, la grande mosquée du pays montre ses souffrances. Portes bricolées, murs détériorés, persiennes et système de verrouillage, le secrétaire général des affaires religieuses en sait quelque chose. Au moment de pluie, vraiment c'était des problèmes énormes pour nous en tant que musulmans, en tant que chefs religieux. C'est peut-être la fin du système D et le début d'un grand ménage, car ce vendredi, des travaux de rénovation de la mosquée sont lancés. C'est l'entreprise de construction Yula et Frères qui est choisie pour changer l'image de la mosquée. Cette rénovation consiste tous les secteurs, que ce soit la plomberie, que ce soit la menuiserie bois, la menuiserie métallique, que ce soit la peinture et d'autres infrastructures, il s'agit de la construction, reprendre tout ce qui est travaux d'électricité au niveau de la grande mosquée, mais l'enceinte de la grande mosquée, d'abord la grande mosquée là où se passe la prière, mais aussi les annexes, c'est-à-dire le complexe islamique, le logement des imams, tout ce qui est dans la grande mosquée. Pour cette rénovation, 5 millions de dollars sont mobilisés, financés entièrement par l'Arabie Saoudite. L'implication du président de la République a été nécessaire. Le grand imam est juste content. Je n'ai pas de mots de dire aux Guinéens, car quand on est très content, les mots nous manquent
de dire ce que nous voulons le dire. Mais quand même, je suis très heureux, très content. Auparavant, ils ont organisé une lecture du Saint-Coran pour montrer leur satisfaction. Les travaux de rénovation vont durer 18 mois. Le réseau de convergence des jeunes leaders pour la paix et la démocratie a tenu récemment à Kindia un atelier de synthèse sur les recommandations issues des forats communautaires. L'objectif est de définir des nouvelles approches d'information et de sensibilisation des communautés dans les zones cibles du projet. Mariam Fodé Kamara, Ibrahima Awal Kamara. Ce projet fait suite à l'initiative du gouvernement guinéen en collaboration avec ses partenaires dont l'UNFPA, l'UNESCO et l'OIM. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent dans les zones à risque. Il était donc question pour les participants d'harmoniser les recommandations pour l'élaboration d'un plan d'action d'intervention communautaire. Ce présent atelier qui nous unit, qui a pour objectif de définir de nouvelles approches d'information et de sensibilisation des communautés dans les zones cibles du projet, dans le cadre de la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, fait suite d'une initiative du gouvernement guinéen avec les partenaires. Ces animateurs et ces points focaux ont consulté sur le territoire environ 500 leaders d'opinion, issus de toutes les catégories socio-professionnelles du pays, pour les écouter, pour les présenter le phénomène en soi, le phénomène de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Aucun pays n'est à l'abri du phénomène de terroriste quand on sait qu'il devient de nos jours récurrent. C'est pourquoi les responsables de la ville haute se sont réjouis de l'initiative. Aucun pays n'est à l'abri. Aucun. Même les pays les plus organisés, les pays les plus puissants, en l'occurrence les États-Unis, la Russie, en sont toujours victimes. Donc déjà, si vous prenez l'initiative de communiquer, de parler et d'échanger avec tous les acteurs sociaux de ce pays, c'est déjà une avancée. Plus de 25 participants composés des 18 points focaux des zones à risque ont consulté environ 500 leaders d'opinion issus de toutes les catégories socio-professionnelles pour des échanges autour du phénomène de radicalisation et d'extrémisme. Lancement ce vendredi du projet Engagement civique pour la fourniture des services publics inclusifs dans les 5 communes de Conakry. Cette formation de 3 jours offerte à 30 jeunes membres de la cellule Balai Citoyen va permettre à la plateforme d'avoir un contrôle sur la gestion des biens publics par les élus locaux. Abdraman Ba, Aliouba. Le Balai Citoyen prend déjà des mesures préventives contre la corruption avant la mise en place des élus locaux dans les 5 communes. 3 jours de formation pour apprendre à ces volontaires comment se procurer des informations sur la gestion des biens publics. Ce projet nous permettra de former et d'outiller tout en renforçant les capacités de 30 jeunes issus de nos comités de suivi citoyen afin qu'ils puissent être des véritables ambassadeurs, des gendarmes de contrôle citoyen au niveau des collectivités. Une fois cette formation acquise, ces jeunes pourront mener leur propre enquête pour permettre aux populations d'être informées sur l'évolution des projets dans leurs différentes circonscriptions. Ces comités de suivi citoyen auront la lourde charge de contrôler, de faire le suivi et de ne pas s'en tenir seulement à ce qu'on leur dit dans les collectivités, mais d'aller sur le terrain pour vérifier est-ce que ce qui est dit, ce qui est budgétisé est réellement exécuté. Est-ce que les sociétés qui contractent avec ces collectivités-là remplissent le cahier de charges. Ce programme vise à changer les manières de faire, d'où l'engagement des partenaires à accompagner sa mise en œuvre. On se dit qu'il y a quelque part des endroits où on peut améliorer la gouvernance, la gestion, et c'est dans ce cadre-là qu'on pense que les citoyens, des citoyens informés, des citoyens engagés qui demandent des comptes sont un atout pour obtenir une gouvernance beaucoup plus saine. Deux peuples, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Il faudrait qu'on s'assure que ce programme sera respecté, cet engagement pris sera respecté. Maintenant, Balai Citoyen a mis en place un programme, des outils de suivi de ces engagements-là, pour s'assurer effectivement que la promesse est tenue. Sur ce, donc, c'est une activité que nous soutenons et que nous félicitons, que nous encourageons. Pour cette première phase, l'initiative va couvrir les 5 communes de Conakry. Son élargissement à l'intérieur du pays
va dépendre de son efficacité. La représentation de Russie en République de Guinée a célébré ce jeudi le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Russie et la Guinée, une occasion pour rendre hommage aux anciens chefs d'État des deux pays. Plusieurs personnalités ont pris part à cette rencontre. Mohamed Valek Touré, Aboubakar, Din Kamara nous signe le reportage. La Russie, pays ami de la Guinée depuis 1958, ce sont les 60 ans de relations diplomatiques qui sont célébrés. Une fête qui rend hommage aux anciens chefs d'État guinéo-russes qui ont entamé la coopération. 60 ans, ce n'est pas beaucoup, surtout par rapport à la charte mentionnée de 1236. L'humanité évolue. L'empire du Manding a disparu. Il y avait d'autres empires, pas la peine de les énumérer. Des républiques sont nées. Elles évoluent également. L'anniversaire entre dans la continuité de la fête du 2 octobre célébrée mardi dernier. Autrefois Union soviétique, la Russie fut le pays qui a secouru la Guinée lorsqu'elle a dit non au général de Gaulle en 1958. Elle a apporté une grande assistance dans le domaine de l'éducation que la Guinée a pu démarrer, n'est-ce pas, comme elle devait le faire. Nous considérons que le potentiel de cette coopération est encore très énorme. Donc il y a de la place pour beaucoup de domaines et dans lesquels la Guinée et la Russie peuvent coopérer. La présence de l'ex-Union soviétique a laissé des traces dans le domaine de la construction du nouvel État guinéen, le renforcement de la souveraineté nationale et la formation dans les écoles et services médicaux gratuits. Et je crois que c'est important que la Guinée aussi soit accompagnée dans les défis qu'elle doit relever aujourd'hui par la communauté internationale, par les pays avec lesquels elle a des liens d'amitié forts. La Russie en est un, il y a d'autres pays, bien sûr la France. Les autorités guinéennes présentes à la rencontre se sont félicitées de cette amitié qui dure avec le temps. Nous partons à l'international. Je vous l'annonçais, le prix Nobel de la paix est attribué au médecin congolais Denis Mukwege et à Yazidi Nadia Mourad, ex-esclave du groupe État islamique, deux champions de la lutte contre les violences sexuelles employées comme armes de guerre dans les conflits. Suivez. Each of them, in their own way, has helped to give greater visibility to wartime sexual violence so that the perpetrators can be held accountable for their actions. Denis Mukwege is the helper who has devoted his life to defending these victims. Nadia Murad is the witness who tells of the abuses perpetrated against herself and others. Commis un crime ou sur une femme, vous sentez très bien que c'est plutôt la compassion pour les Il y a un an, le déclenchement de l'affaire Weinstein provoque une libération mondiale de la parole contre les violences sexuelles et sexistes, dont le hashtag MeToo est le symbole sur Twitter. Mais en Afrique, le sentiment de honte et les reproches adressés aux victimes les ont largement maintenues silencieuses. Suivez. Dans cette université à Kampala, 2 professeurs ont été suspendus de leurs fonctions après des accusations d'harcèlement sexuel sur leurs étudiantes. C'est grâce au mouvement MeToo qu'elles ont trouvé le courage de parler. Mais en Ouganda, elles sont encore trop peu nombreuses à oser le faire. Même si on voit certaines femmes raconter leur histoire, on voit aussi beaucoup de réactions négatives. Si vous parlez à certains Ougandais dans la rue, ils vous diront « on en a assez de cette conversation sur l'émancipation des femmes ». Une lassitude au mieux, un déni complet dans le pire des cas.
Voici ce que déclarait un député ougandais à la télévision nationale en mars 2018 au sujet de l'émancipation des femmes. En tant qu'homme, il est important de discipliner votre femme. Vous devez la toucher, l'attaquer, la battre d'une certaine façon pour la remettre sur le droit chemin. Vous devez la battre un peu. Ça prouve même votre amour. Face aux critiques, l'élu a dû présenter des excuses, mais dans beaucoup de pays de la région, la société reste foncièrement patriarcale. Cette psychologue kenyane qui souhaite rester anonyme a été victime de violences conjugales. Selon elle, toutes les femmes à qui elle s'est confiée avaient vécu une histoire similaire. Elle raconte pourtant avoir eu beaucoup de mal à déposer plainte. On nous juge de telle façon, tu es une grande gueule, tu es trop intellectuel, tu as dû le pousser dans ses retranchements ou tu as posé les mauvaises questions. Donc il faut que je me justifie dès le début, du coup je n'ai pas envie de subir cela. D'après un rapport sur la sécurité des filles et jeunes femmes dans le monde publié par Plan International, l'Afrique est une zone à risque pour les femmes. Johannesburg, Kampala, Lima, Nairobi et Bamako sont les 5 villes les plus dangereuses au monde en matière d'agression sexuelle. C'est un élément qui met fin à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, les programmes continuent sur Espace TV.